Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier l'asymétrie d'information. Dans un premier temps, donc, nous allons définir ce que c'est. Nous allons voir les différentes formes qu'elle peut prendre, que ce soit la sélection adverse ou l'aléa moral. Et enfin, nous montrerons que l'asymétrie d'information constitue une défaillance du marché qui va nécessiter l'intervention des pouvoirs publics. Alors, qu'est-ce que l'asymétrie d'information? C'est tout simplement une situation d'échange dans laquelle une partie, que l'on appellera l'agent, dispose d'informations que l'autre partie, que l'on appellera le principal, n'a pas. La symétrie d'information peut prendre deux formes, soit la sélection adverse, soit l'aléa moral. Alors, nous allons voir successivement chacune d'elles afin de mieux comprendre donc le concept d'asymétrie d'information qui constitue en fait une remise en cause d'une des hypothèses de la concurrence pure et parfaite, l'hypothèse de transparence en l'occurrence. Alors, quand nous sommes en présence donc d'une sélection adverse, d'une situation de sélection adverse, ça signifie en fait que l'asymétrie d'information porte avant l'échange sur une caractéristique du produit. Le produit, ça peut être un bien, un service ou du travail. Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Imaginons vous possédez un smartphone. Vous désirez le vendre. Donc, vous possédez un smartphone, ce qui signifie donc que vous êtes l'agent. Vous voulez le vendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que l'on appellera donc le principal. Vous connaissez parfaitement votre téléphone, vous savez s'il fonctionne parfaitement, vous savez si la batterie tient bien la charge, vous savez s'il capte bien, etc., etc. En fait, vous êtes le seul à détenir les informations sur le bien que vous vendez. L'acheteur, autrement dit le principal, lui, n'a accès qu'aux informations que vous allez lui transmettre. C'est tout. Et c'est ce point-là qui va poser problème en fait. C'est le fait que vous avez des informations que l'autre acheteur n'a pas nécessairement. Deuxième forme d'asymétrie d'information, donc l'aléa moral. Cette fois-ci, donc, c'est lorsque l'asymétrie d'information porte après l'échange sur l'action, le comportement d'un individu. Imaginons par exemple que vous avez été embauché auprès d'une entreprise. Et bien en fait, se pose le problème suivant. Une fois que vous êtes embauché, qu'est-ce qui va en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui va permettre de rassurer en fait l'employeur? Qu'est-ce qui va lui assurer même que vous allez bien vous investir, travailler, être productif? Parce qu'en fait, vous venez de vous faire embaucher, donc vous pouvez très bien vous dire, bah, c'est bon, maintenant, je suis tranquille, je suis embauché. Dans le pire des cas, j'attends la fin de la période d'essai, et après, je vais me mettre à glander, entre guillemets. On voit donc qu'il y a en fait asymétrie d'information au niveau de votre comportement. Vous savez comment vous allez vous comporter, mais votre employeur, une fois qu'il vous a embauché, et encore pire, une fois que la période d'essai est terminée, a une incertitude sur votre comportement. Alors, nous allons bien détailler en fait ces deux formes d'asymétrie d'information successivement. Donc reprenons la sélection adverse, on a dit que c'était lorsque la symétrie d'information porte avant l'échange sur une caractéristique du produit. Imaginons le marché de l'immobilier. Le vendeur connaît les caractéristiques du logement qu'il vend. Est-ce que le logement a des problèmes électriques? Est-ce qu'il y a des problèmes de termites en fonction de la région dans laquelle on se trouve? Est-ce qu'il y a éventuellement des bruits dans le voisinage, ce qui peut être désagréable bien évidemment? L'acheteur, lui, ne dispose que des informations que le vendeur veut bien lui communiquer. Et c'est cela qui constitue en fait une asymétrie d'information qui elle-même est source de défaillance du marché. Voyons dans les détails pourquoi. Afin de bien montrer donc que la sélection adverse constitue une défaillance du marché, on va étudier l'exemple classique du marché des voitures d'occasion. C'est le marché en fait des lemons. Les lemons, ce sont des vieux tacos en quelque sorte. Et cette analyse a été mise en évidence par Georges Ekerlof. Alors en fait, son analyse peut se présenter de la manière suivante. On a donc un individu qui recherche une voiture d'occasion. Il veut acheter une voiture d'occasion. Le problème, bien évidemment, de cet individu, c'est qu'il ne va disposer que des informations que le vendeur veut bien lui communiquer. Il va un petit peu inspecter les différents modèles sous tous les angles. Est-ce qu'il y a des problèmes de frein, d'électronique, des pannes aléatoires? Mais vous comprenez bien qu'en fait, il aura du mal à répondre à toutes ces questions. Pour savoir s'il y a un problème de frein, il faudra qu'il teste le véhicule. Pour les problèmes électroniques, encore pire les pannes aléatoires, il n'est pas dit bien évidemment qu'il puisse les détecter. Cela veut dire qu'en fait, il va y avoir incertitude sur la qualité des véhicules d'occasion.
L'acheteur, à partir de certaines certitudes, ne peut pas proposer bien évidemment un prix trop faible, parce que sinon le vendeur va directement partir. Mais il ne peut pas non plus proposer un prix trop élevé, parce qu'il se dit qu'il risque de surpayer un bien qui, hypothétiquement, pourrait très bien avoir des vices cachés, en fait, pourrait dissimuler des problèmes qu'il ne voit pas. Donc l'acheteur va tout simplement proposer ce qu'on appelle un prix moyen, qui tient compte du fait qu'il y a incertitude sur la qualité du véhicule qu'il a devant les yeux. Le problème, c'est qu'en proposant un prix moyen, les vendeurs de véhicules de qualité vont refuser de vendre. Bah oui, ceux qui ont des voitures en parfait état de fonctionnement, sans vis caché, qui fonctionnent très très bien, qui n'ont pas de défaut, se disent bah, je ne peux pas vendre mon véhicule à un prix qui est bien trop faible par rapport à la valeur intrinsèque, par rapport à la véritable valeur de mon véhicule. Donc ils vont refuser de vendre ou éventuellement vendre de gré à gré, autrement dit à une personne de confiance, à une connaissance. À partir de là, que se passe-t-il? Eh bien en fait, les bons véhicules vont partir du marché et ne resteront sur le marché que les lemons, que les vieux tacos, que les véhicules qui, eux, effectivement, présentent très certainement différents types de dysfonctionnement. Autrement dit, les véhicules de mauvaise qualité. On voit qu'on est en présence d'une défaillance du marché parce que dans le cas présent, le signal prix est faussé. Ça veut dire que les prix proposés sont moyens, donc les prix proposés sont tirés vers le bas. Normalement, des prix tirés vers le bas doivent inciter la demande, enfin, la quantité demandée à augmenter. Or, dans le cas présent, le fait que le prix soit faible va en quelque sorte mettre un petit peu la puce à l'oreille des acheteurs en se disant bah oui, mais si le prix est faible, c'est très certainement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc finalement, on aboutit à une destruction du marché. Deuxième type d'asymétrie d'information, l'aléa moral. Donc on avait dit que c'était lorsque l'asymétrie d'information porte après l'échange sur l'action, le comportement d'un individu. Par exemple, un recruteur cherche un travailleur productif. Logique. Une fois qu'il l'a embauché, ça veut dire après l'échange, après la signature du contrat. Ben, l'employeur, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a aucune certitude sur le comportement du nouveau salarié. C'est une défaillance du marché, effectivement. Voyons cela en détail avec l'exemple du marché de l'assurance. Un individu, qu'on appellera donc l'assuré, vient de signer un contrat pour des soins médicaux auprès d'un assureur. À partir de là, on se pose deux questions. Dès l'instant où il a signé son contrat, et qu'après donc il sera à jour de ses cotisations, en fait, l'assuré a deux types de comportements. Soit un comportement normal, autrement dit, il va continuer à aller chez le médecin de temps en temps, uniquement quand il est malade, à ne pas bien évidemment prendre plus de médicaments que de raison. Soit il peut très bien partir du principe que, effectivement, comme il est remboursé, dès qu'il est un petit peu malade, tout de suite chez le médecin, et puis une fois chez le médecin, il va lui demander de lui prescrire deux, trois petites choses qui lui manquent bien évidemment dans sa petite pharmacie qu'il a chez lui. Donc on aboutit à une situation de surconsommation de soins médicaux. En fait, le problème, c'est que l'assuré peut tout à fait changer son comportement dès l'instant où il vient signer son contrat avec l'assureur. Bah oui, il se dit ça y est, je suis protégé, donc à partir de maintenant, même si je cotise une cinquantaine d'euros tous les mois, je peux très facilement les amortir avec une surconsommation, bien évidemment, de produits médicaux. Donc on a une incertitude sur le comportement de l'assuré qui aboutit à un risque de surconsommation, bien évidemment, des bénéfices de l'assurance. Alors, il ne faut pas oublier également qu'on peut également se placer du côté de l'offre. C'est-à-dire que le risque de surconsommation peut aussi provenir des médecins eux-mêmes, qui peuvent tout à fait surprescrire des médicaments compte tenu du fait qu'ils sont remboursés. Donc ils savent que ça ne coûtera rien du tout à l'assuré et qu'à partir de là, effectivement, ils peuvent tout à fait prescrire. Donc on voit bien effectivement qu'une nouvelle fois, dans le cas présent, nous sommes en présence d'une défaillance du marché qui cette fois-ci est liée à un comportement. Alors comment peut-on réduire la symétrie d'information, notamment si l'on se place du point de vue des pouvoirs publics? Alors concernant la sélection adverse, tout simplement en mettant en place des diagnostics. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, en mettant en place des diagnostics électriques sur la performance énergétique, loi Carrez sur la dimension en fait du logement, ces diagnostics étant obligatoires dans un acte de vente. Par exemple, pour les véhicules, obligation de faire passer un contrôle technique pour les véhicules qui auront plus de 4 ans. Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place des labels, des appellations. Ça peut être par exemple le fait maison pour certifier que lorsqu'on va chez un restaurateur, certains plats ont bien effectivement été effectués sur place.
Ça peut être des labels sur l'agriculture biologique, etc. Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place une réglementation spécifique sur la traçabilité des aliments, sur le contenu de ceux-ci avec l'affichage nutritionnel de type Nutri-Score, etc. Concernant l'aléa moral, les pouvoirs publics peuvent tout à fait, et le font d'ailleurs, mettre en place une dégressivité, le font dans certains pays, une dégressivité des allocations chômage pour éviter que certains individus ne profitent des aides versées en se disant bah, c'est bon, là je suis au chômage pour 12, 24, 36, etc. mois, c'est pas bien grave, pendant que j'y suis, je vais percevoir différentes allocations, indemnités de chômage, donc c'est vrai que ce n'est pas très incitatif pour retrouver un travail. Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place un ticket modérateur. Autrement dit, ce sont les dépenses de soins médicaux qui vont rester en fait à la charge du patient. Bien évidemment, tout l'intérêt de mettre en place un ticket modérateur, c'est que ça évite la surconsommation de soins médicaux, parce que plus vous consommez de soins médicaux, plus il y aura en fait, bien évidemment, de médicaments qui resteront à votre charge, donc ça vous reviendra plus cher. Les pouvoirs publics peuvent tout à fait également contrôler les travailleurs, par exemple en arrêt maladie, pour éviter que certains ne profitent des indemnités journalières qui leur sont versées.